Alain Poirier préside aux destinées de Soleno depuis une trentaine d'années. Il nous reçoit aujourd'hui à son siège social de Saint-Jean-sur-Richelieu. On va parler bien sûr du passé, mais aussi on va parler d'avenir. Monsieur Poirier, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici. Vous avez des belles installations. Ça ne fait pas si longtemps quand même que vous avez inauguré ces nouveaux bureaux, ce nouveau siège social. Juste avant la pandémie. Au début, quand on s'est installé, on était 70 d'un bureau. En l'espace de quelques mois, le bureau est tombé vide. Finalement, on s'est dit, ils sont donc bien grands nos bureaux pour rien. Oui. Est-ce qu'on peut situer la mission de Soleno? Parce que dans les gens qui nous regardent aujourd'hui, on connaît le nom, mais certains peuvent se demander, qu'est-ce que vous faites au juste? Bien, en fait, nous, on est orientés comme mission la gestion de l'eau pluviale et par des produits qui nous emmènent à avoir une conscience au niveau de l'environnement. Effectivement, l'eau pluviale. Dans l'environnement, on retrouve les plastiques recyclés. Fait que tout ce qui est vraiment axé vers l'environnement, là, c'est là-dedans qu'on tourne. On a une relation particulière avec l'eau au Québec parce qu'on pense qu'on en a de façon infinie, parce qu'on est un pays d'eau, on a Hydro-Québec, et puis souvent quand je parle de la gestion de l'eau, les gens disent, bien là, je peux bien laisser couler l'eau si longtemps que je veux. Il y a les pluies qui tombent, sont moins acides qu'avant, il y en aura tout le temps, mais vous trouvez important de faire attention à économiser l'eau et à la gérer le mieux possible. Bien, écoutez, je vais vous conter une anecdote. En 1991-92, j'arrive d'un gros événement, Batimat sur Paris. Alors, j'ai 30 ans, 32 ans. Là-bas, je constate que l'eau est importante. Puis quand je reviens ici, je m'en vais rencontrer le maire de la ville. Vous comprendrez qu'à 31 ans, moi, je suis une personne réservée, mais davantage à l'époque. Puis là, je rencontre le maire, puis je suis impressionné. Puis je lui dis, monsieur le maire qui mène la ville, monsieur Dolbec, il faudrait mettre des réservoirs d'eau à toutes les maisons pour laver les autos, arroser les gazons, évidemment, ou les toilettes, quand c'est possible. Puis il m'avait répondu, jeune homme, tu n'as rien compris. On sera rendu là en temps et lieu quand la population le désirera. Parce qu'il dit au Québec, on ne manque pas d'eau. C'est vrai, mais c'est pas ça le but. C'est d'utiliser le bien que la nature nous offre, d'utiliser de bonne façon. Moi, en tout cas, dans ma tête, pas parce qu'on a qu'il faut gaspiller, là. C'est de même que je pense. Ça vous a amené d'ailleurs, je pense que c'est autour de l'année 2014, à faire un virage important. Bien que l'écologie a toujours fait partie de l'entreprise depuis ses débuts, vous avez créé une division qui, je pense, s'appelle Soleno Recyclage. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bien, avec les années, ça m'a amené à une opportunité. Qu'est-ce qui m'a amené à une opportunité? C'est que le recyclage dans les tuyaux, moi, j'en utilise depuis les années 86, personnellement. Et avec les années, parce que vous me parlez de 2014, j'achetais énormément de recyclage. Il y avait une entreprise à Yamachiche. Il y a toujours une entreprise à Yamachiche, d'ailleurs. Et cette entreprise a eu des problèmes financiers importants en 2013. Donc, Soleno s'est impliqué. Puis, la mission de l'entreprise, c'est de faire travailler des gens avec des mobilités réduites. Et d'ailleurs, vous essayez comme entreprise d'utiliser moins de matières vierges et plus de matières recyclées. Est-ce que c'est parce que les chaînes d'approvisionnement qui ont été mises à mal, en particulier en raison de la pandémie, mais entre autres, il y a eu des changements climatiques importants, il y a des usines qui produisent des polymères au Texas qui ont fermé leurs portes après une vague de froid. Est-ce que ça peut ou ça vous a impacté? Puis est-ce que ça fait partie, il y a des motifs économiques autant qu'écologiques qui vous amènent à utiliser le moins possible de matières vierges, puis de réutiliser des produits recyclés. Parlez-nous un peu de votre approche là, sur ce plan-là. Bien, effectivement, quand on utilise un plastique recyclé, on peut avoir des avantages de coût, mais également l'évolution des plastiques recyclés a évolué. Un plastique recyclé aujourd'hui, là, il est aussi de qualité qu'une vierge. Alors, ça s'est développé, hein, la connaissance. Oui. Par les laboratoires. Puis aujourd'hui, les plastiques recyclés offrent la même caractéristique que de la vierge, puis en même temps, ils peuvent avoir un coût moindre. Ça dépend toujours des situations puis des moments. Oui. Vous faites allusion au Texas, le gel qui est arrivé, les froids, en fait, et tout. Ça a créé une instabilité importante, évidemment, mais ce n'était pas notre raison première, parce que moi, ça fait au-delà 25 ans, si je prends 86 à aujourd'hui, auquel j'utilise le recyclé.
Puis pour moi, le recyclé, là, fait partie de quelque chose de naturel, parce que prenez la bouteille de shampoing, là, ou de la lessive pour le savon, le récipient, bien, on le met d'un tuyau qui va être là pour 100 ans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis il fait la même chose. Fait que c'est le même que j'ai vu. Moi, j'ai vu l'opportunité économique, mais du même coup, un résultat long terme, similaire, avec des choses qui ont déjà servi une fois. Pour moi, c'est important de faire ça. C'est un geste important. Un autre point qui semble important pour vous, c'est la recherche et développement. On m'a dit que vous aviez, je ne sais pas si on peut parler de laboratoire, mais vous avez en tout cas au moins une personne, c'est peut-être une équipe aussi, qui réfléchit à l'amélioration des produits. Alors, pouvez-vous nous dire un peu jusqu'à quel point, pour vous, le R&D, c'est important pour Soleno? Bien, pour nous, mais j'oserais dire aussi pour n'importe quelle entreprise. Si une entreprise ne fait pas d'innovation ou de recherche, c'est possible. Moi, dans mon cas, chez Soleno, c'est impossible de ne pas le faire. Alors, on a appelé ça le pôle d'innovation chez Soleno. On s'est fait un laboratoire d'1 million de dollars, à lequel on a mis des équipements. Puis aujourd'hui, on est capable de prendre des plastiques de différentes familles. Qu'est-ce que c'est une famille? Il y a 7 familles de plastique qui est très populaire, là. Puis ces plastiques-là, on essaie de les amalgamer un avec l'autre, ce qui était impossible avant. Certains produits aujourd'hui, un avec l'autre, c'est possible, là, un peu plus qu'avant, mais il y a toujours de la recherche. Pourquoi de la recherche? Bien, c'est la recherche qui fait qu'on avance. Puis nous, on y croit. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs d'essayer d'être le plus autonome possible? Vous savez, je fais référence à l'industrie agroalimentaire qui essaie pas de s'autosuffire puis de vivre en autarcie. C'est pas ça l'idée. On peut avoir des gens qui nous approvisionnent en composants qui viennent du monde entier, mais est-ce que vous avez ce souci, je dirais, d'indépendance? Toujours. Toujours. Puis du même coup, avec tout ce qu'on traverse depuis 2-3 ans, c'est bon qu'il y en ait des fournisseurs avec nous parce qu'ils peuvent trouver de manque de personnel, hein, parce que c'est beau être autosuffisant sur tout, là. C'est quelque chose aujourd'hui de tout trouver ce personnel-là. Fait que cette pression de toujours produire plus, elle peut être partagée avec des fournisseurs. Oui, il y a peut-être une perte à ma tête au niveau économie parce qu'il y a un fournisseur, mais en même temps, j'ai une police d'assurance qui se casse la tête pour me fournir de la qualité à bon coût. Puis c'est lui qui est responsable de trouver son monde. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Peu importe lequel, là. On ne parle pas nécessairement de celui qui est au pouvoir présentement. Le gouvernement du Québec, une entreprise comme la vôtre qui est rendue mature, est-ce que vous avez des attentes par rapport à des programmes que vous trouvez qui pourraient être plus encouragés ou bien vous êtes satisfait de la gouvernance qui nous... Moi, je ne m'attends pas des autres dans ma vie d'entrepreneur. Je fais ce que j'ai à faire. Si un programme existe puis j'ai droit, j'aime le prendre, mais je n'attends pas après le gouvernement. Puis le gouvernement nous offre des belles choses. À nous de les trouver ou de les voir ou de les appliquer, là. Vous avez investi beaucoup en automatisation, un peu peut-être pour combler la pénurie de main-d'œuvre, aussi pour augmenter votre productivité. Et on m'a dit qu'entre autres, vous avez je ne sais pas si on va l'appeler là, un robot, qui, en soi, un robot, c'est pas très humain, mais vous l'avez baptisé du nom de votre grand-père. Racontez-nous cette histoire, s'il vous plaît. Ben oui, en fait, notre premier robot, évidemment, est de couleur vert, parce que Soleno, les couleurs sont vertes. On a insisté pour l'avoir vert. Puis, du même moment, il y a quelqu'un qui m'a donné l'idée dans l'entreprise. Alain, on pourrait peut-être le nommer, puis on l'a nommé Prosper. C'est drôle, parce que Prosper, mon grand-père, prospérité et ou l'espoir. On se retrouve, puis le vert, c'est l'espoir. Fait que pourquoi pas, on l'a nommé Prosper. C'était notre premier robot. Mais vous avez parlé, le gouvernement, l'automatisation et tout. Le gouvernement, il en offre des belles opportunités, justement, l'automatisation, robotisation. Moi, j'y crois énormément que c'est la ligne que toutes les entreprises vont prendre puis doivent le prendre. Mais c'est paradoxal chez moi, dans mon entreprise, parce qu'à Yamachiche, que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une mission sociale qu'on s'est embarqué. Moralement, là, on est dans une mission sociale en 2014. Les 66 personnes qui travaillent là-bas, là, c'est sûr que je peux automatiser, mais je les tasse. Puis je ne veux pas être tassé. Je me suis engagé à appliquer une mission sociale. Fait que là, dans cette entreprise-là, Yamachiche, on est un peu d'un dilemme.
Comment arriver pour faire plus sans déplacer trop les gens? Et on va y arriver parce qu'on a trouvé à force de réfléchir, évidemment, on a trouvé comment. Puis je vais respecter ma mission sociale à Yamachiche, de faire travailler des gens, que je me suis engagé, puis je vais automatiser également éventuellement. Parlons, par exemple, du programme qui vous permet d'accueillir des travailleurs de l'étranger, qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps plafonné à 10 % puis qui vous permet maintenant d'augmenter jusqu'à 20 % Est-ce que vous en bénéficiez d'un programme comme ça? Puis est-ce que vous pensez qu'il y aurait un apport de travailleurs de l'international plus grand dans le futur chez Soleno? Moi, le 10 % il m'a très satisfait dès le début, là, parce qu'on partait de rien. On a eu le 10 % puis ça a très bien fonctionné. 2018, le premier groupe qu'on a eu, c'était 13 à demander, on a eu 12. Qui viennent de où, si je peux me permettre? Nous, c'est le Guatemala. OK. On a eu des Mexicains au travers de ça avec les années, là. Mais à ce moment-là, c'est le Guatemala. J'ai été un de ceux qui a parlé à plusieurs reprises auprès de M. Blackburn ou Mme Proulx à l'Association des manufacturiers en mentionnant que c'est peu assez 10 % L'an passé, je me suis, à plusieurs reprises, je dirais pas plaint, mais laissé entendre. Et quand j'ai entendu le 20 % est arrivé, j'ai été un des premiers à applaudir parce que c'est tellement là qu'on est rendu. Alors là, il y a 2 volets qui s'en viennent dans le prochain 5 ans. Il y a l'histoire qu'on est rendu à 20 % ça, c'est un plus. Puis il y a le volet après ça qu'il faut aussi automatiser. Donnons-nous le temps d'automatiser puis robotiser pour peut-être qu'après, le 20 % sera peut-être moins nécessaire au lieu de penser 25 là, puis 30 % là. Moi, je m'en vais vraiment à l'automatisation puis robotisation. On parle d'employés, il y en a plus de 500 qui travaillent pour Soleno, disséminés dans à peu près 10 sites sur 3 provinces canadiennes. Ça me fait penser, les États-Unis, est-ce que c'est un marché où il y a des réflexions autour de votre conseil d'administration? Est-ce que vous avez des ambitions de ce côté-là? Ou... Écoutez, vous ne pouvez pas poser une meilleure question au sujet de l'entreprise stratégie-vente, là. C'est effectivement un fait et on vend de plus en plus aux États-Unis depuis quelques années. Alors, continuons sur la question des ressources humaines. Quand vous avez commencé, c'était pas la même situation parce que les gens qui connaissent Soleno me disent « Ah oui, c'est big, Soleno ». Et ils oublient que ça a été aussi une start-up. Ça a été une poignée d'une dizaine d'employés. Et ce qu'on ne sait pas, que moi-même j'ai appris en lisant des notes sur vous, on vous a monté à la présidence alors que vous n'aviez que 28 ans, je crois. Moi, en fait, 3 ans avant mes 28 ans, donc 25, je me suis ramassé à Rock Forest, Sherbrooke Pipe Drainage. C'était le même produit que Soleno. Donc, on était compétiteurs. Oui. C'est 2 familles. Oui. Tu avais la famille Lazur, oui. Puis moi, ma famille, Poirier. On est des compétiteurs. La sagesse a fait son œuvre. Et quand je parle de sagesse, c'est que les propriétaires de Soleno, les frères Lazur, étaient dans la 50aine. Puis nous, les 5 garçons, on est tous dans la vingtaine. Oui. Puis, alors les frères Lazur arrivent un jour, puis ils cognent à la porte au bureau chef de la famille Poirier. Ils rencontrent mon frère. Moi, je suis le plus jeune des 5. J'aime toujours le souligner. Et là, le plus vieux, il reçoit les frères Lazur. Puis les frères Lazur, ils disent à Normand, « Qu'est-ce que tu penserais d'unir nos forces au lieu d'être des compétiteurs? » Moi, j'étais un opérateur de machinerie lourde. Je n'étais pas un administrateur, j'étais pas... Moi, des études, honnêtement, j'en ai pas beaucoup. Et quand arrive le plastique, c'est un nouveau monde. Je connais même pas ça. Je connais même pas le domaine manufacturier. Fusion en 89. Mes 28 ans. Et là, on me demande d'être président de Soleno. Alors, mais là, il faut nous expliquer pourquoi c'est vous et non pas un des frères plus vieux, à moins que ma question doit être censurée. Non, elle ne sera pas censurée parce que j'avais fait 3 ans à SPD. Oui. Puis pourquoi je me suis ramassé à SPD? Parce que chacun d'entre nous avait des fonctions dans l'entreprise familiale. Mm-hmm. Puis moi, c'était comme mon tour, à mon tour, à me donner quelque chose. Mais quand je dis à mon tour, il faut comprendre, moi, je voulais être opérateur de machinerie lourde. C'était ça ma vie. Mais la santé a fait que je n'ai pas pu être opérateur. Parce que j'ai eu des problèmes de dos, là, puis bon. Fait que là, mon frère, il me dit, viens d'un bureau, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Puis à un moment donné, une opportunité à Sherbrooke. On me l'offre. Je commence à Sherbrooke. Une fusion 3 ans plus tard. Bien, c'est ma division qui fusionne. Alors, Alain, est-ce que tu voudrais prendre la présidence de Soleno? Mais les frères Lazur étaient d'accord, parce que c'est une fusion. Ça aurait pu être un Lazur. On me le propose, j'ai 28 ans. J'ai d'ailleurs hésité un peu, même un peu 3 semaines, là, parce que je trouvais ça gros. Là, j'étais rendu quasiment à 3,5 millions de chiffre d'affaires. Puis c'est pas ça que je rêvais de faire, de l'administration, loin de là.
j'aimerais le raconter qu'on me demande d'aller en Allemagne pour aller voir des équipements pour fabriquer des plus gros tuyaux. Puis honnêtement, je ne connais pas ça, là. C'est quelque chose, là. Et là, je me retrouve Batimat. Ouais. Et là, j'ai découvert un produit qui ne coûtait rien que je pourrais distribuer. Quand je suis revenu en novembre, et là, j'ai le conseil d'administration qui veut savoir si j'ai trouvé les nouvelles machines pour faire grandir l'entreprise en termes de volume. De volume, diamètre des tuyaux, je parle. Et évidemment, le chiffre d'affaires. Et je leur dis à tout le monde, non, ça coûte trop cher, il ne faut pas faire ça. Mais honnêtement, je ne sais pas de quoi je parle, je ne connais pas ça. Mais je sors un petit patin malin, là, puis c'est une petite rondelle avec du téflon, puis je dis, c'est ça qu'on devrait faire. Ça a été tellement difficile les années qui ont suivi, le marché en soi, que c'est le patin qui nous a sauvés. Oui. Le patin, j'en ai vendu pour 225 millions de dollars US aux États-Unis. Et avec cet argent-là, on a pu traverser les décennies, puis là, d'implanter les grosses machines qu'on souhaitait à l'époque. On a compris les racines familiales avec les Lasure, les Poirier. Vous, ça fait plus de 30 ans que vous êtes aux commandes. Vos deux fils sont présents dans l'entreprise avec vous. Mais est-ce qu'on peut dire que Soleno, c'est encore une entreprise familiale? Moi, personnellement, c'est un enjeu qui me plaît à essayer de conserver. C'est un enjeu qui me fait mal de penser qu'on s'en éloigne. Parce que j'ai toujours cru à ça, moi, l'entreprise familiale. C'est indéniable, là. C'est difficile de garder une notion aussi forte, passionnée, engagée, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de sites, mais aussi la pandémie, le changement de personnel à grand volume et rapidement, là, ça change, c'est incroyable. Mais moi, j'ai beaucoup d'employés de 25 ans, hein? 25 ans et plus. Fait que, il y a des gens qui transmettent encore cette belle idéologie-là. Et puis, l'ADN Soleno est peut-être un peu différente, mon essai. Vous m'avez dit 2 fils. J'ai une chance inouïe d'avoir 2 fils, puis ils sont les 2 très habiles. Évidemment, le papa va dire qu'ils sont très, très bons, là, mais je pourrais dire que je me tairais plutôt que de faire à croire qu'ils sont bons. Si je le dis, c'est parce que je le pense. Et je les vois aller, j'en suis fier. Puis j'ai une fille qui vient chez Soleno à partiel. C'est sûr que j'aurais aimé qu'elle participe davantage, mais elle est très, très heureuse en enseignement. Alors justement, on va parler un petit peu de l'avenir. On est maintenant dans le même club tous les deux, on a franchi la soixantaine. Est-ce que vous pensez à la retraite? Quand j'ai posé des questions à vos proches, leurs réponses m'ont un petit peu inquiété parce que je leur ai dit, mais quand il ne travaille pas, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il travaille. Donc, êtes-vous de cette génération qu'on décrit souvent comme les boomers, c'est peut-être un mot péjoratif, que l'idée de la retraite ferait que vous vous demanderiez qu'est-ce que vous allez faire de vos journées? Je vois des jeunes qui ont d'équilibre plus que j'en ai, ils sont jeunes, puis des fois, je me demande comment ils vont y arriver avec le temps. Oui. Parce que me semble que loisir, équilibre et tout ça, faut qu'il y ait des revenus à quelque part. Oui. Faut que tu livres de la marchandise quand tu es bien rémunéré. Là. Tu sais, je la vois pas, la réponse, comment que ça s'en va. J'ai mes idées préconçues, qui sont bonnes. Je pense qu'ils vont être bonnes à moitié, peut-être. Mais moi, mon loisir, là, quand je suis tranquille tout seul, là, c'est de rêver. De rêver à mon entreprise. Êtes-vous un meilleur patron aujourd'hui que quand vous aviez 28 ans? Bon, j'oserais dire que, d'un, le fait que 12 employés à l'époque, au nombre qu'on est rendu aujourd'hui, c'est d'améliorer son écoute. C'est essentiel. D'apprendre à se fermer les yeux par moment. D'apprendre à faire confiance, puis surtout que si le résultat n'est pas à ton goût, il est satisfaisant pareil. Moi, je pense que je suis meilleur parce que j'ai été bien entouré, puis j'ai su me questionner aussi. Faut pas se cacher ça. Si tu ne te questionnes pas, auto-évalues pas, tu ne changeras pas gros. Vous avez toujours le goût de venir au travail? Ah, moi, quand un matin à 6 heures, j'étais debout, là, puis c'était même pas un fardeau de me lever, là. J'aime les projets, j'aime quand ça bouge. Vous savez, pendant la pandémie, là, on a fait 2 acquisitions, nous autres. On en a fait une en Ontario en 2020. On en a fait une en 2021, février, à peu près, là, à Saint-Henri-de-Lévis. Tu sais, il faut oser, hein, parce que là, il y avait des méchantes craintes en 2020 quand j'ai acquis une entreprise en Ontario. La pandémie arrive en avril, en fait, mars, avril, mai.
Je ne sais pas quand ça va arrêter, mais pour le moment, il n'y a pas de trouble de continuer. Là. Le mot acquisition, c'est dans l'histoire de Soleno. Vous en avez fait plusieurs. Est-ce que le contraire pourrait arriver, puis qu'à un moment donné, vous acceptiez l'offre d'une grande société de vous acheter? Personnellement, j'espère que je vais être mort si ça arrive. Ça vous donne la réponse. Moi, je veux pas Pourquoi? voir ça. Ça vous ferait de la peine? Bien, une entreprise, là, il n'est jamais trop tard pour la vendre. Mais mec, tu l'as vendue. Sois bien sûr que tu vas la vendre parce qu'elle est vendue. Puis moi, j'ai connu dans mon expérience des gens que j'ai connus là, qui vendaient leur entreprise, qui l'ont regretté. Là. Moi, personnellement, c'est la pérennité d'entreprise que je veux parce que les gens qui y travaillent, je les aime. Mais ce que je sais, c'est que je suis fier de dire que l'entreprise est détenue par 2 actionnaires importants. C'est Normand, en qui j'ai confiance aveuglément, et à sa famille, et Alain Poirier. Avec ça, on dépasse les 57 %. Alors, on aura toujours le dernier mot à dire, puis elle n'est pas à vendre. Mais je vais vous dire un petit secret. On m'a approché à plusieurs reprises, depuis 2 ans, à plusieurs reprises pour la vendre. Pas intéressé pour pantoute. Écoutez, on recevait Alain Poirier à la tête d'une entreprise qui célèbre ses 45 ans cette année, puisque tout a commencé en 1977. Puis j'ai comme l'impression, avec ces dernières paroles, que ça va se poursuivre pendant plusieurs années, peut-être éternellement. Merci beaucoup, M. Poirier. Le plaisir fut pour moi. Merci du privilège. Et à vous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.